Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que l'année 2023 aura été bonne pour vous et je vous souhaite une bonne année 2024. En tout cas, pour l'intelligence artificielle, l'année 2023 aurait peut-être été une des meilleures des dernières années. Elle a montré que les méthodes qu'on utilisait aujourd'hui pouvaient atteindre un niveau capable de toucher le grand public ou en tout cas de créer des applications où le grand public massivement s'est intéressé au domaine. La raison pour laquelle le grand public s'est intéressé à ce domaine, c'est parce qu'on a montré que on leur a montré que l'intelligence artificielle n'est pas simplement un outil de recherche ou un outil utilisé sur des applications très transparentes. Le grand public, je pense, était assez conscient du fait que l'intelligence artificielle commençait à être utilisée, mais aujourd'hui, lorsqu'on interagit avec un modèle de langage, on se rend compte réellement des progrès qui ont été effectués. Et d'un point de vue recherche, il n'y a pas eu forcément un bond d'un seul coup, ou d'un coup on a inventé une méthode qui a tout changé. En réalité, d'un point de vue recherche, ça a été très incrémental. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte en 2023, c'est que la direction incrémentale qu'on prenait, lorsqu'on était capable de la passer à l'échelle avec des données, de la puissance de calcul et surtout les bons ingrédients pour faire une recette d'entraînement qui permettent d'aboutir à des résultats intéressants pour l'application qu'on souhaite viser. On s'est rendu compte lorsqu'on faisait ça et qu'on passait à l'échelle qu'en effet on arrivait à des résultats vraiment prometteurs, et ça c'est quelque chose qui je pense est intéressant en 2023 à noter. Mais le fait que ça ait commencé à intéresser le grand public, c'est que ça a intéressé aussi le grand public averti, c'est-à-dire que ça a aussi intéressé des développeurs qui ne travaillent pas forcément sur l'intelligence artificielle dans la recherche, mais qui ont commencé à voir que le domaine était suffisamment mature pour que ce soit intégrable simplement en termes d'API ou dans des SDK pour produire des applications. Et du coup, je pense que 2023, ça a également été cette année pivot où on est passé du monde de la recherche, où l'IA était un outil de recherche avec simplement des GitHub qui représentaient des papiers de recherche, à un outil de développement où l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée dans toute application pour booster les performances. Certains disaient que l'intelligence artificielle ou les LLM spécifiquement étaient un nouveau CPU, dans le sens où c'était simplement une nouvelle manière de faire des calculs. La différence, c'est qu'ici on peut programmer directement des calculs intelligents entre guillemets qui peuvent faire des raisonnements cognitifs sur du texte, sur de l'image, sur de la vidéo, etc. Un très bon exemple de ça pour se rendre compte un peu du changement qu'on va pouvoir voir s'opérer sur les applications qu'on utilise au quotidien, c'est par exemple Microsoft qui est en train de réfléchir à mettre à disposition des claviers sur lesquels il y aura directement un bouton Copilot qui pourra qui pourra lancer directement une application d'assistance qui sera différente et conditionnée sur l'application qu'on est en train d'utiliser. On pourra donc imaginer utiliser une application, par exemple être sur un site web spécifique et déclencher le bouton Copilot. Et simplement lorsqu'on va déclencher le bouton Copilot, les développeurs qui auront conçu l'application auront pu choisir de s'interfacer avec ce bouton pour directement proposer un assistant dédié à l'application qui est en train d'être utilisée. Ça, je pense que c'est vraiment une manière de repenser complètement les applications qu'on utilise. Mais ça s'applique pour le web, ça s'applique pour les applications desktop, ça s'applique également finalement pour les applications mobiles, où l'ensemble des assistants qu'on pourrait utiliser, qui avaient déjà été pensés depuis une dizaine d'années, par exemple comme Siri, vont pouvoir être complètement redesignés en 2024 pour pouvoir tirer parti des technologies qui ont été développées en 2023. Mais on peut également voir de manière très claire que ça va impacter aussi l'ensemble des métiers du numérique qui travaillent avec du média, de l'information textuelle, visuelle, auditive, qui vont pouvoir utiliser ces outils-là pour pouvoir soit acquérir de l'information plus rapidement, soit produire de l'information plus rapidement. Mon objectif dans cette vidéo, ce ne sera pas de passer en revue l'ensemble des choses qui pourront se passer en 2024 pour l'intelligence artificielle, mais plutôt de me focaliser sur 3 points que j'ai sélectionnés, qui n'ont pas pour but à être forcément les 3 points les plus importants, mais en tout cas 3 prédictions que je vais faire sur la manière dont le domaine pourrait évoluer en 2024 et bien entendu du coup le type d'application qu'on pourrait voir émerger grâce à ces développements technologiques. Ma première prédiction pour l'année 2024, c'est le déploiement massif d'agents autonomes. La différence entre un agent et un modèle, c'est qu'un modèle est conçu simplement pour produire une sortie, pour prédire une sortie, sachant une entrée à un instant T précis. Un agent va pouvoir effectuer des actions et donc produire des sorties dans un environnement. Et ses propres sorties vont impacter l'environnement qui va ensuite impacter son contexte et son contexte va pouvoir être réutilisé à un instant T plus 1.
Lorsqu'on le présente de cette manière, on se rend compte que finalement les modèles qu'on utilise par exemple tels que ChatGPT, pourraient déjà être considérés comme des agents dans le sens où lorsqu'ils vont à chaque fois produire du texte, ça va changer l'environnement, ça va être l'interaction, nous on va répondre, l'humain va répondre, ce qui va également impacter l'environnement, et ce même changement d'environnement va être réinjecté dans le contexte. La différence, et c'est là où il y a vraiment une différence notoire à noter entre le passage d'un modèle et un agent, c'est qu'un agent va pouvoir de manière autonome prendre différentes actions, regarder le changement que ça a sur l'environnement et continuer à faire ces actions jusqu'à qu'il considère que sa tâche a été terminée. Et ça, c'est une grosse différence. Aujourd'hui, ces modèles vont simplement nous donner une sortie et ensuite, on va devoir explicitement leur répondre à chaque étape du processus pour leur dire non, c'était en effet ce que je recherchais, par contre, tu n'as pas développé ce point-là, est-ce que tu peux le faire ? Ou non, tu t'es trompé dans l'information que tu as récupérée, c'était plutôt ça qu'il aurait fallu chercher. Et donc, on va devoir à chaque fois lui redonner des feedbacks pour qu'il recontinue la prochaine action. Un agent, lui, va pouvoir continuer de faire ses actions, réfléchir lui-même sur l'impact que ces actions ont eu dans son contexte, sur le changement que ça a eu sur l'environnement, et évaluer lui-même si la tâche qu'on lui a demandée a été réalisée ou non. Et potentiellement, c'est à un moment donné, son action, par contre, lui, ça pourrait très bien être de se dire « Ok, je vais retourner voir la personne qui m'a donné l'instruction, je vais lui demander quelques précisions parce que je ne suis pas sûr que ce que je suis en train de faire va dans la bonne direction. » Et ça, c'est vraiment la transition qui existe entre un modèle et un agent autonome. Ce qui est important à noter, c'est que cette transition, elle a déjà commencé à se produire avec, par exemple, Agent Bench. C'était un benchmark qui avait déjà été conçu avec l'objectif de pouvoir évaluer à quel point est-ce que des modèles de langage, s'ils étaient reparamétrés pour être utilisés différemment, par reparamétrisation, je ne parle pas des poids, mais plus réutilisation de leurs sorties. Donc si on programme correctement leurs sorties et leurs entrées, est-ce qu'on peut être capable d'utiliser ça comme des agents ? Et là, ce qui est important, c'est que la stratégie d'exploration de l'environnement, elle a été automatiquement dans les modèles en tout cas qui ont été utilisés à travers ce benchmark. Jusqu'à présent, elle a été faite de manière avec de la programmation. Donc on allait coder explicitement comment est-ce que l'agent allait décider que l'action était terminée, comment est-ce qu'il allait décider s'il avait besoin d'autres informations de son instructeur. Donc l'ensemble de ces outils-là étaient programmés automatiquement. La différence avec un agent autonome, c'est qu'un agent autonome devrait pouvoir prendre des décisions lui-même. Donc dans son espace latent, devrait automatiquement pouvoir prendre l'ensemble de décisions sans qu'on ait besoin de repasser par une interface de programmation pour pouvoir décider de si le programme est terminé ou si on doit continuer à explorer en lui redonnant du contexte avant de considérer que la tâche est terminée. Ce qu'on s'est rendu compte par contre en 2023, c'est que lorsqu'on utilisait simplement ces modèles avec une interface à la fin pour pouvoir les utiliser en tant qu'agent, ils n'étaient pas forcément très très efficaces pour pouvoir réussir des tâches complexes qui nécessitent un agent qui va chercher de l'information et interprète cette information correctement pour réaliser une action. Un papier intéressant là sur le sujet, c'est Gaia, Benchmark for General AI Assistance. Et ce papier, ce qu'il montre, c'est que lorsqu'on va ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont designé un benchmark avec un ensemble de tâches qui nécessitaient qui nécessitait quelque chose au-delà de la connaissance simplement que le modèle a pu ingurgiter à l'intérieur de ses poids, mais qui nécessitait réellement un protocole d'action pour aller chercher l'information et l'interpréter. Et ce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on fait cette évaluation de Gaia, on se rend compte que les humains pour le coup ont une performance bien plus haute contrairement à d'autres benchmarks où on se rend compte que les modèles de langage arrivent à égaler l'humain, voire à le surpasser dans certains benchmarks. Là, on se rend compte sur Gaia que parce que ça demande ce protocole itératif d'action, les modèles sont incapables de réaliser certaines actions. Et le benchmark a été divisé en plusieurs catégories, 1, 2 et 3 catégories actuellement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur la catégorie numéro 1, certains modèles, s'ils sont équipés des bons outils et qu'ils ont cette interface de programmation pour pouvoir se comporter comme un agent, vont pouvoir réaliser des tâches aussi bien que les humains. Par contre, à partir du niveau 2 et du niveau 3, ça devient impossible. Pour se rendre compte un peu de la complexité des tâches qui sont utilisées dans ce benchmark, notamment au niveau 3, on peut regarder un des exemples qui est cité dans le papier. Donc c'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire, faire une approximation de la traduction. Il y a sur une photo publiée par la NASA le 26 janvier 2006, il y a 2 astronautes. L'un de ces astronautes est plus petit que l'autre. On va s'intéresser à l'ensemble du groupe de la personne, de l'astronaute le plus petit,
jusqu'à 2023. Et parmi ce groupe-là, on veut sélectionner seulement la personne qui a passé le moins de temps dans l'espace en supprimant toutes les personnes qui n'ont pas passé de temps dans l'espace dans le groupe. Et on veut le nom de famille de cette personne séparé par un point-virgule avec le nombre de minutes arrondi à la minute près. Donc si on se rend compte, donc ça c'est une tâche, je ne sais pas si le modèle avait spécifiquement réussi à fournir une réponse, mais en fait, la question est tellement précise et surtout elle fait une interaction entre tellement d'éléments différents que en fait le modèle ne va pas réussir simplement à régurgiter cette information simplement en la récupérant dans ses poids. Et donc il va être obligé de faire une recherche internet, d'aller chercher la photo en question dont on parle du 21 janvier 2006. Une fois qu'il a trouvé la photo, il va devoir identifier la personne la plus petite, il va devoir ensuite trouver probablement sur toutes les personnes du groupe la liste des noms et du coup faire une autre recherche pour voir combien de temps est-ce qu'ils ont passé. Donc en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'actions à faire pour pouvoir aller chercher cette information et analyser l'information correctement pour produire la réponse. Et ça, ces modèles n'en sont pas capables justement parce qu'ils n'ont pas encore ces étapes de raisonnement. Et c'est bien là ma prédiction du coup pour 2024, c'est que je pense qu'on va commencer, la recherche va commencer à se focaliser sur ce type de problème pour faire en sorte de produire non pas des modèles mais des agents capables de raisonner, de prendre des actions pour construire un argumentaire, pour récolter de l'information et résoudre des problèmes. Et à propos de cette prédiction, je pense que c'est quelque chose qui était assez intéressant qui s'était passé il y a environ un mois maintenant, je crois que c'était début décembre de 2023, il y avait eu plein de rumeurs sur un algorithme Q-Star qui aurait par exemple, qui commencerait à être développé chez OpenAI. Ça aurait été un algorithme qui probablement du coup serait basé sur l'algorithme du Q-learning, utilisé en apprentissage par renforcement et qui serait peut-être utilisé par exemple pour résoudre des problèmes extrêmement complexes de mathématiques, mais ça n'a pas forcément été avéré ou on n'est pas sûr que ce soit le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui la possibilité, en utilisant ces modèles, de commencer à utiliser de l'apprentissage par renforcement pour les faire se comporter comme des agents. Et si on prend spécifiquement l'algorithme ici du Q-learning, en fait, il faudrait imaginer que sur un setup d'apprentissage par renforcement, on pourrait avoir deux réseaux. On pourrait avoir un réseau le Policy Network, son objectif ça va être de produire des actions, et un algorithme Value Network, où son objectif ça va être d'évaluer à quel point est-ce que le Policy Network produit de bonnes actions. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un environnement dans lequel évoluer. Si on reprend par exemple AlphaGo, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que AlphaGo 0, donc il faisait simplement du self-learning, donc il se battait simplement sur lui-même dans un environnement. Mais ce qui était important ici, c'était que l'environnement était capable de lui donner une information sur à quel point est-ce qu'il était en train de performer ou est-ce qu'il était en train de perdre dans une partie de Go. Ici, ça voudrait dire qu'on serait obligé de considérer un environnement et donc de designer un environnement dans lequel ce soit possible pour l'agent d'avoir un feedback sur les actions qui sont en train de porter et ainsi pouvoir commencer à apprendre de nouvelles choses de manière automatique. Par contre, ce que ça veut aussi dire, c'est qu'on va avoir la nécessité de produire un agent qui soit capable d'explorer son environnement, c'est-à-dire de sampler des différentes actions pour pouvoir explorer l'environnement de différentes manières. Une manière possible pour générer d'un ensemble d'actions dans des environnements aussi complexes que le langage lorsqu'on manipule des symboles, on peut se référer à toute la recherche et la littérature sur les chain of thought, les chaînes de pensée. L'ensemble de ces recherches, elles ont pour but de montrer que en fait, un réseau tel qu'un LLM peut générer un ensemble de possibles. En fait, il peut avoir ce qu'on appelle une pensée diffuse. C'est quelque chose qu'on a aussi, nous, en tant qu'humains. On a une pensée diffuse qui fait qu'on va avoir énormément d'idées. Et on va de pensées, d'idées, et on va être capable ensuite rationnellement de se dire ok, c'est cette idée qui était bonne, c'est cette idée qui est celle-ci par contre je vais la laisser de côté. Et en fait ce mécanisme de pensée diffuse, ça nous permet ensuite de pouvoir sélectionner les meilleures parmi l'ensemble des pensées qu'on a générées et de faire en sorte d'utiliser cette pensée pour ensuite s'améliorer, se dire ok, c'est celle-ci, je vais la tester sur mon environnement, ok, elle fonctionne, du coup maintenant je vais continuer mon raisonnement dans cette direction à partir de cette pensée en générant de nouvelles idées.
L'idée derrière les chaînes de pensée, c'est que les LLM sont capables d'avoir ce type de pensée diffuse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un gros débat aujourd'hui, et c'est intéressant de voir qu'il y a un gros débat aujourd'hui sur le fait qu'il y a des hallucinations sur les LLM, et il y a énormément de personnes qui essayent de réduire en fait ces hallucinations. Mais en fait, il y a une autre manière, et c'était Sam Altman, de CEO d'OpenAI, qui avait dit ça, c'était que en fait, les hallucinations sont dans une certaine mesure désirables à l'intérieur du réseau, désirables parce qu'en effet, dans un contexte de renforcement où on veut améliorer le réseau, donc dans un contexte purement recherche, on ne parle pas d'un contexte applicatif, dans un contexte purement recherche, on veut ces hallucinations parce qu'elles nous permettent d'aller explorer l'espace et ensuite de converger vers le meilleur raisonnement possible. Pour se faire une idée des chaînes de pensée, on peut prendre l'exemple suivant qui était cité dans le papier que j'ai affiché. C'est Roger a 5 balles de tennis, il en achète 2, il achète 2 paquets de balles de tennis, chaque paquet a 3 balles de tennis. Combien de balles de tennis a Roger ? La réponse est 11. Ça, on donne en exemple cette question et cette réponse au modèle de langage, et ensuite on va lui poser une autre question en espérant qu'il va suivre le pattern qu'on vient de lui montrer pour pouvoir générer la réponse correcte. Et en l'occurrence, on lui demande, dans la cafétéria, il y a 23 pommes. Si on utilise 20 pommes pour faire un repas et qu'on en a 6 autres, combien de pommes est-ce qu'on va avoir restantes ? Ici, il va répondre 27, ce qui est faux. Alors que si on fait du chain of thought prompting, donc une question formulée en termes de chaîne de pensée, on va lui montrer comment raisonner. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui montrer l'exemple, on va lui montrer comment raisonner. On va lui dire, Roger démarre avec 5 balles. Il y a 2, pour chaque paquet, il y a 3 balles. Donc ça fait 6, donc ça fait 5 plus 6 qui est égal 11. C'est pas simplement on lui dit 11. Et du coup, le fait de lui montrer ça va activer correctement un pattern de raisonnement à l'intérieur des poids qui vont faire que ce même pattern de raisonnement va s'activer, ce qui va faire qu'il va converger vers la bonne réponse lorsqu'il va devoir calculer le nombre de pommes restantes dans la cuisine. Et le fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce pattern existait, c'est-à-dire que la capacité de générer un pattern de raisonnement tel que c'est le cas dans le second scénario, est possible initialement chez le LLM. C'est simplement qu'il ne l'avait pas considéré dans le premier cas. Le fait qu'il ne l'ait pas considéré, c'est un problème en soi, bien entendu. Et dans l'idée, on ne voudrait pas qu'il ait besoin de recourir à une chaîne de pensée dans la question pour pouvoir commencer à le faire. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble de ces raisonnements sont possibles. Et du coup, dans un contexte de renforcement où on voudrait qu'un modèle commence à générer des possibles, l'objectif, ce serait plus de mettre le modèle dans un setup dans lequel il va devenir capable d'accéder à cet espace latent pour réaliser ce type de raisonnement et potentiellement en sampler plusieurs pour se dire ok, ça c'est une manière de raisonner, je vais la tenter, je vais voir ce que ça donne. Là c'est une autre manière de raisonner, je vais la tenter aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres papiers qui essayent de pousser ça encore plus loin, par exemple en se disant ok, on veut que le modèle fasse des raisonnements, mais on veut en fait qu'il fasse des raisonnements qui soient plausibles, et on veut s'assurer que ces raisonnements soient plausibles. Et une manière de faire ça, c'est ce qu'ils ont fait dans le papier Chain of Code, Reasoning with a Language Model Augmented Code Emulator. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chaîne de code. Donc au lieu d'une chaîne de pensée, ils ont appelé ça une chaîne de code, ça revient à peu près au même. Mais ici, l'idée, c'est qu'au lieu de générer un schéma de pensée, le modèle va par contre ici lui-même générer le code qui permettrait de vérifier qui permettrait de réaliser le bon raisonnement. Et on peut voir ici un exemple de génération de code. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque étape, le code va être exécuté. Et à certains moments, même au lieu d'exécuter simplement le code, dans le cas où le code ne peut pas exécuter, c'est le LLM lui-même qui va tenter d'exécuter le code. Donc par exemple, si le LLM devait traiter une liste d'éléments et qu'il appelle une fonction pour dire est-ce que cet élément est un fruit, apparemment, a priori, à part de coder toute une fonction qui liste l'ensemble des fruits, il ne va pas pouvoir réaliser un code efficace pour pouvoir évaluer si ce mot-là précisément est un fruit correctement. Donc ici, il va simplement... au lieu de l'exécuteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre que cette fonction n'existe pas. Par contre, il va demander au LLM lui-même de générer la sortie qu'aurait donnée cette fonction. Et donc, il va dire au LLM, tu as créé une fonction qui s'appelle isFruit, qui suppose que tu seras toi-même capable de répondre à la question. Et du coup, par contre, tu vas me dire, est-ce que ce fruit-là, juste précisément, est un fruit ou pas ? Et du coup, le LLM va répondre oui ou non. Ça va être un booléen, vrai ou faux. Et ensuite, le programme va pouvoir continuer à s'exécuter
en utilisant d'ailleurs le LLM lui-même pour pouvoir s'exécuter, et à la fin il va pouvoir compter par exemple, dans ce cas, le nombre de fruits par rapport à la question qui a été posée. Si j'essaye de résumer, ces approches telles que le chain of thought ou même chain of code, ça permet de pouvoir efficacement générer des raisonnements possibles. Ces raisonnements possibles, ils vont permettre d'explorer un environnement. L'environnement, ça peut être simplement des problèmes logiques à résoudre, comme on l'a vu dans le cas de Gaïa, mais ça peut également être un environnement qui pourrait être simplement une page, des actions à effectuer sur une page web, des applications à utiliser sur une application mobile, dans le cas où on voudrait simplement que l'agent effectue quelque chose à notre place. Ce serait quelque chose qui pourrait être en fait modélisable facilement, dans le sens où on pourrait réussir à créer un value network dont l'objectif est d'évaluer les actions qui ont été prises. Le value network, il pourrait soit apprendre directement de feedback qui viennent de l'environnement. Ça pourrait être possible, par exemple, si on imagine des actions à réaliser sur une page web, ça pourrait être facile de vérifier que l'action a bien été effectuée et du coup de faire en sorte qu'un value network soit capable de comprendre qu'est-ce qui est une bonne action et un bon raisonnement lorsqu'elle est effectuée sur une page web pour réaliser une action. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile, mais il y a des papiers qui commencent à montrer qu'on pourrait utiliser d'autres modèles pour superviser le raisonnement et pour dire ce raisonnement a l'air correct. En effet, même si je regarde les sorties de l'interpréteur du code qui a été exécuté, ça semble correspondre au code que j'attendais. Et du coup, je vais essayer de guider le policy network, ici le modèle qui produit les raisonnements, pour qu'il converge vers la bonne direction de manière automatique. Au-delà de la recette d'apprentissage qui pourrait être utilisée sur ce genre de modèle pour pouvoir converger vers un bon comportement en tant qu'agent, il y a aussi la question de l'architecture. Aujourd'hui, ce qui est utilisé sur ce type d'architecture, les modèles de langage, mais aussi d'autres modèles d'image, même de génération de vidéos, on va en reparler, certains modèles utilisent une approche dite autorégressive. L'idée de l'approche autorégressive, c'est qu'on va générer un token, ensuite on va en générer un deuxième et on va continuer séquentiellement. Le problème que pointe par exemple Lequin, notamment dans le papier A Path Toward Autonomous Machine Intelligence, c'est que cette approche autorégressive a des limites parce qu'elle ne va pas être confrontée réellement à une représentation du monde cohérente, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on va générer des tokens, on va pouvoir accumuler des petites erreurs qui vont s'accumuler au fur et à mesure dans le contexte et on va avoir une réponse qui va potentiellement diverger de l'objectif initial. Et on pourrait imaginer en fait des architectures différentes qui utilisent en interne une représentation du monde qui va pouvoir être utilisée pour faire du planning. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement directement inférer une réponse, on va pouvoir confronter les réponses qu'on veut générer avec la représentation du monde qu'on a et s'assurer qu'au fur et à mesure qu'on va générer du texte, générer de l'image ou générer de la vidéo, on pourrait s'assurer au fur et à mesure via une boucle rétroactive que les actions qu'on génère coïncident correctement avec la représentation du monde qu'on a. Et il faut savoir que cette approche n'est pas forcément nouvelle, le fait d'utiliser une représentation du monde pour pouvoir prendre des actions, en renforcement ça se fait énormément. Par contre on voit aujourd'hui que si on veut utiliser certains modèles comme des agents, il manque cette partie du monde, ce feedback du monde. Par contre ce qui n'est pas clair, et c'est là où le 2024 nous donnera peut-être des réponses, n'est pas clair si cette représentation du monde est nécessaire ou si un agent peut s'en sortir simplement en prenant des actions de manière autorégressive. Ce qui est bien, c'est que l'ensemble de ces concepts, en fait, ils font également la transition vers ma deuxième prédiction pour l'année 2024, qui concerne la génération automatique de vidéos. Et notamment, ma prédiction, c'est que ces modèles de diffusion qui sont utilisés, ou ces modèles autorégressifs utilisés pour la génération de vidéos, vont commencer à combiner leur approche de génération avec une approche géométrique. En effet, en 2023, j'ai été personnellement très impressionné par les images qui ont été générées automatiquement par des algorithmes tels que Stable Diffusion, tels que Midjourney, etc. Et j'en passe, il y en a énormément qui proposent ce type de service. Mais il y a une limitation que je vois lorsque ce type de service ou ce type de modèle ont voulu commencer à faire la transition de l'image vers la vidéo. Il y a eu des vidéos complètement incohérentes, mais on commence aujourd'hui, fin 2023, à avoir des vidéos intéressantes. Par contre, pour avoir testé un peu ce type de service, qu'on se rend compte, et se rend compte directement, c'est que tout naturellement, la taille des vidéos qu'on va pouvoir générer va être très limitée. La cohérence des vidéos, lorsqu'on va commencer à allonger la durée des vidéos générées, va commencer à se détériorer au fur et à mesure. Et la raison pour laquelle on observe cette détérioration, c'est que la modalité que le modèle a pu observer au fur et à mesure lorsqu'il a appris la tâche de génération d'images initialement, c'est il a observé des choses simplement dans le repère image. Donc ça veut dire qu'il lui manque complètement une compréhension géométrique. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas en réalité. Dans son dark knowledge, on peut
peut s'imaginer qu'il a une compréhension de la géométrie. D'ailleurs, on se rend compte qu'on est capable, lorsqu'on lui donne des prompts, de spécifier comment est-ce que les objets peuvent être agencés les uns par rapport aux autres. On peut comprendre qu'il a cette compréhension de l'espace. Par contre, il peut ne pas avoir la compréhension physique de comment est-ce que les éléments peuvent se déplacer dans une vidéo. Bien entendu, il va l'observer, mais en fait, il y a une différence quand même assez importante entre observer quelque chose et évoluer dans le monde. Et c'est-à-dire que si on l'observe du point de vue de l'image, certes, on voit de la vidéo, mais on n'est pas directement forcé à comprendre ce qu'on observe du point de vue de la géométrie, du point de vue de l'espace. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur ce genre de vidéos, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont par exemple faire simplement de lean painting pour dire je veux que tu fasses une génération de vidéos simplement sur telle portion de l'image. Et donc ici, ce sera un peu plus facile pour le réseau de ne pas diverger parce qu'il n'aura pas simplement à gérer l'ensemble de l'image. Alors que si on commence à faire un mouvement de caméra, notamment par exemple si on s'imagine faire un mouvement de caméra vers la gauche ou vers la droite et qu'on est dans un environnement complexe à un moment donné, le contexte actuel ne va plus suffire pour générer l'image à T+1, on va rapidement diverger parce qu'on n'a pas déjà préalablement imaginé une scène dans laquelle se déplacer. La raison pour laquelle c'est facile, par exemple dans un environnement, dans un jeu vidéo, de générer n'importe quel plan, c'est parce que la scène géométriquement avait déjà été définie avant de déplacer la caméra. Et tous les éléments ont d'abord une géométrie avant d'être projetés dans l'image. Alors qu'un modèle de diffusion ou un modèle autorégressif qui agit dans une image n'a pas cette représentation géométrique, ou en tout cas il est obligé de l'apprendre de manière très très implicite et non pas de manière explicite. Et on peut imaginer, et je pense qu'il arrive déjà à le faire quand même de manière implicite, à raisonner et à avoir cette compréhension géométrique, mais on voit des limitations très marquées. Pour converger vers une représentation cohérente lorsqu'on fait de la vidéo, il faut au maximum guider le réseau, soit du coup dans le contexte qu'on va lui donner, soit en le forçant à explicitement modéliser l'espace géométrique dans lequel il veut se situer. Les approches actuellement ont cette idée de simplement donner dans l'input des informations sur ce qu'on veut générer. C'est par exemple le cas quand on fait de la génération d'images avec CtrlNet, on va lui donner une idée de comment est-ce qu'on veut générer les choses et le modèle va pouvoir s'appuyer sur ces patterns pour pouvoir générer de l'information. Et c'est la même chose ici par exemple dans Video Poet, a Large Language Model for Zero Shot Video Generation, où ils vont utiliser du texte, ils peuvent utiliser une image en entrée pour générer de la vidéo, ils peuvent utiliser de la profondeur, du flow optique ou simplement une autre vidéo pour pouvoir commencer à générer une nouvelle vidéo. Et ça va donner une sorte de contexte qui leur permettra de rester stable lorsqu'ils vont générer de la vidéo. Malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas cette compréhension géométrique va poser certaines limitations. Par contre, et c'est là où il y a des approches très intéressantes, par exemple comme Text to 3D using Gaussian splatting, qui vont pouvoir, je pense en 2024, commencer à créer des nouvelles vidéos qui passent vraiment de l'état prototype vers un état limite industriel. Je m'explique, le Gaussian splatting, c'est une méthode, notamment comme la méthode des nerfs, qui permet de générer depuis différents points de vue des images. Mais ce que ça fait, et c'est ce qu'un nerf est designé comme ça, et le Gaussian splatting également, c'est que l'espace est d'abord modélisé en 3D. Donc c'est-à-dire qu'on est capable, dans le cas du Gaussian splatting, d'avoir des points intermédiaires situés dans l'espace qui vont être utilisés pour ensuite générer à quoi doit ressembler l'image selon différents points de vue. C'est exactement la même chose dans les nerfs. La grosse différence dans les nerfs, c'est que l'information qui est stockée dans l'espace 3D est apprise implicitement à l'intérieur du réseau dans l'espace latent. Dans le cas du Gaussian splatting, l'information est stockée explicitement à différentes positions dans l'espace. C'est un peu la différence si je dois résumer les deux approches. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on a ce monde 3D qui va être d'abord généré et qu'ensuite on positionne la caméra où on veut, on peut faire de la génération de vidéo parce qu'on a simplement à changer la position de la caméra et, si on le souhaite, changer la position des éléments qu'il y a dans ce monde 3D. Et pour le moment, ce type d'approche, telle qu'utilisée par exemple dans le papier Text ou 3D using Gaussian splatting, elles sont très très simples. C'est-à-dire qu'elles vont simplement prendre en entrée un prompt et elles vont générer simplement un objet en utilisant le Gaussian splatting, et ensuite on pourra changer la position de la caméra à la volée. Ce qui pourrait donc se passer en 2024, c'est qu'on converge vers des approches qui, au lieu de générer des images ou des vidéos directement, vont prédire des mondes 3D explicitement. Ces mondes 3D pourront être utilisés pour être projetés dans l'image. Ça pourrait directement être l'espace latent de ces mondes 3D qui est projeté dans l'image et qui ensuite pourrait être utilisé pour reconstituer une image haute définition extrêmement belle qui suit le style qui avait été défini, et que lorsqu'on génère une vidéo, au lieu de faire évoluer
l'image, on va se faire évoluer le monde 3D, on va le reprojeter dans l'image au fur et à mesure, en changeant peut-être la position de la caméra s'il y a un mouvement, et que ça pourrait nous permettre d'avoir des approches très très consistantes pour générer des mondes à la volée de manière automatique. Et ça peut potentiellement changer complètement l'utilisation des modèles de diffusion comme simples petits outils pour générer des snippets de vidéos de 5 minutes vers des outils qui pourraient être utilisés pour générer vraiment complètement des scènes entières, des dessins animés, des films complets grâce à ces outils de génération. L'idée même qu'on puisse converger, faire ce genre de représentation en 3D, elle m'amène à mon dernier point et ma dernière prédiction pour l'année, qui n'est pas vraiment une prédiction sur un point très très précis. Par contre, c'est vraiment plus un trend que j'imagine pour l'année 2024 où on va voir la robotique progresser énormément, notamment en s'appuyant sur l'ensemble des technologies dont j'ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Notamment, on a commencé l'année 2023 notamment avec Cortex Bench pour la création d'un cortex visuel artificiel par VC1. Donc c'était Meta qui avait produit cette recherche. L'objectif, c'était de proposer au même titre que les modèles fondation utilisé sur LLM, l'objectif ici c'était de proposer un modèle fondation pour la robotique où l'objectif c'est, sachant un input visuel, être capable et une mission, être capable de réaliser des actions comme aller d'un point A à un point B ou saisir des objets rien qu'avec l'input visuel et de transférer cette représentation où on avait entraîné le modèle en simulation, être capable de pouvoir le transférer vers le réel. Et c'était une des premières étapes et je pense pas que le VC1 sera forcément le modèle qui va impacter 2024. Par contre, je pense que ça nous donnait déjà quelques indices vers la manière dont la robotique était en train de se structurer durant l'année 2023. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu des approches par exemple proposées comme le RT1, RT2, RTX à la fin de l'année, qui sont des approches qui ont aggloméré des vidéos et des images de plein de laboratoires sur des robots, sur des plateformes robotiques très différentes pour faire des actions de manipulation d'objets ou des actions dans le monde réel. Et ici, l'idée, c'était de se dire, ok, on a un input visuel, on a des modèles capables de comprendre des prompts, les LLM, et donc on va pouvoir être capable de combiner tout ça pour faire en sorte que la sortie du réseau ne soit pas simplement du texte, mais soit directement des actions moteurs qui permettent de contrôler le robot. Et en fait, ce qu'ils ont fait dans ce genre d'études, c'est vraiment de passer ça à l'échelle pour faire en sorte d'avoir le plus gros dataset diversifié, d'agglomérer des données pour faire en sorte de créer un agent, un modèle, un robot ici, qui soit capable d'interagir avec son environnement et de saisir différents objets. Il faut savoir qu'en robotique, ce qui est extrêmement dur, et c'est pour ça que la robotique est vraiment un des derniers paliers, c'est pour ça même de l'intelligence, et c'est pour ça même que le paradoxe de Moravec existe, c'est-à-dire que tout ce qui est facile à faire pour un humain est difficile pour un robot, et tout ce qui est difficile à faire pour un humain est facile pour un robot, ou une intelligence artificielle de manière très générale. Et le paradoxe de Moravec, une manière de l'expliquer, c'est simplement de se dire qu'on n'a aujourd'hui pas suffisamment de données observables pour pouvoir entraîner ce type de modèle avec les modalités qui sont nécessaires, les modalités étant l'image, bien entendu, en premier lieu, mais aussi la vidéo et plus globalement, finalement, la représentation 3D du monde. Représentation 3D qu'on est capable, on est capable de se la faire en tant qu'humain. Par contre, l'inculquer à un modèle, il faut énormément de données et cette donnée est très difficile à obtenir. À la différence de la modalité du texte qui est disponible de manière extrêmement abondante sur le net, la modalité qu'est la vidéo et qu'est le monde 3D est extrêmement difficile à acquérir et c'est pourtant cette modalité qu'on voudrait pouvoir donner. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on obtient suffisamment de données sur cette modalité-là, qu'est le monde 3D, on pourrait utiliser ce type de modèle pour pouvoir interagir avec le monde réel. Et vous avez beaucoup de recherches par exemple comme le mobile Aloha très récemment ici en 2024 qui commence à montrer qu'il y a énormément de nouvelles plateformes robotiques qui se mettent en place pour pouvoir accumuler de la donnée où on prend simplement un robot et on lui montre comment faire, comment réaliser des actions pour que ça puisse ensuite servir de manière publique l'ensemble des datasets, parce que dans cette étude, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est montrer qu'en fait, ils pouvaient réaliser plein de choses avec leur robot. Donc, c'était du coup, le problème qui reste était simplement un problème algorithmique, non pas un problème hardware. Le hardware est présent et peut effectuer les actions, donc vous voyez, c'est plus qu'une question d'intelligence à résoudre. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ensuite, ils pouvaient, en utilisant les données de RTX notamment,
et d'autres données, ils pouvaient réussir à apprendre une policy par imitation learning et par transfert pour pouvoir réaliser des actions de manière autonome. Alors on va le voir par exemple dans cette vidéo qui est capable de directement verser l'huile dans la poêle, aller saisir directement le bol qui va verser à l'intérieur de la poêle. Et ça, c'est du coup des actions qui sont faites de manière automatique directement, purement par observation visuelle du monde qui l'entoure pour ensuite décider des actions qui doivent être réalisées. Et ça par imitation learning en quelque sorte. Donc c'est des approches, je ne vais pas rentrer dans les détails des approches utilisées, mais c'est l'idée qu'il y a eu énormément d'observations de fait sur ce robot et sur d'autres robots pour ensuite converger vers un comportement qui soit adéquat ici pour cuisiner. On peut voir le type de choses qui est possible à faire avec le robot pour faire des démonstrations qui ont l'objectif d'être apprises. On voit que c'est très très diversifié. Alors bien sûr, les médias, quand ils ont repris ces vidéos, ils ont dit que le robot était autonome, ou en tout cas il y avait un amalgame qui était faisable, mais ces vidéos-là précisément qu'on est en train d'observer, ce n'est pas fait de manière autonome, c'est un humain qui contrôle ce robot-là. La vidéo qu'on a vue précédemment, par contre, elle était complètement faite de manière autonome, donc on voit qu'il y a un vrai gap entre ce qui est nécessaire de faire pour réellement cuisiner et ce que le robot est capable de faire aujourd'hui, mais c'est en accumulant de la donnée qu'on sera capable de pouvoir réaliser ça. Et c'est accumuler de la donnée dans le monde réel, bien entendu, mais c'est aussi accumuler de la donnée dans le monde virtuel. Parce qu'en simulation, on peut faire énormément de choses et on peut apprendre énormément de comportements. Et d'ailleurs, il y a un papier des NVIDIA qui a été super intéressant sur le sujet, Eureka, Human Level Reward Design via Coding Large Language Models, qui a été très intéressant parce qu'il a proposé une approche qui permettait en simulation d'utiliser un LLM pour automatiquement coder des fonctions pour pouvoir évaluer des récompenses à donner au modèle pour effectuer telle action. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on décrivait l'action que le modèle devait faire. Le LLM avait accès au simulateur, ou en tout cas il avait la description et le code qui correspondait au simulateur sur lequel il était en train de travailler. Et ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait faire automatiquement des propositions de récompenses, de fonctions qui codent la récompense du réseau. Et il allait ensuite ensuite la simulation est automatiquement lancée. Le LLM a les résultats de la simulation pour voir comment est-ce que le robot se comporte. Et ensuite il allait proposer d'autres récompenses qui pourraient être utilisées pour lancer d'autres trains qui pourraient potentiellement être plus efficaces que les premières récompenses, la manière dont elle avait été conçue. Parce qu'en renforcement, la partie conception de la récompense est vraiment un fort composant du renforcement. Si la récompense est mal designée, on peut avoir des mauvais comportements, etc. Et donc ici, le fait qu'on utilise des LLM pour aller sampler des récompenses différentes, pour automatiquement générer des comportements dans une simulation, ça fait qu'on va pouvoir vraiment commencer à passer à l'échelle sur le nombre de choses qu'on va être capable de tester pour apprendre des comportements sur un robot. Et enfin, les simulations dans lesquelles on va pouvoir lancer ce type d'entraînement, elles vont pouvoir être réalisées dans des mondes de plus en plus cohérents physiquement, dans le sens où on va pouvoir reposer par exemple sur Isaac Sim, c'est toute une suite logicielle qui permettent de automatiquement lancer des trains et des expérimentations sur un robot. On va pouvoir designer le robot avec les capteurs exacts qu'il y a sur le robot pour pouvoir avoir quelque chose de physiquement cohérent et faire en sorte de lancer plein de simulations en utilisant des clusters de GPU énormes pour pouvoir générer plein d'environnements et d'expérimentations à la fois. Et donc ça, couplé avec ce qu'on disait précédemment dans la première partie de la vidéo sur les chaînes de pensée dans lesquelles on va pouvoir sampler ensuite des raisonnements différents. Donc en fait, on a ici un lien qui va se créer entre ce qu'on appelle le système 1 et le système 2 de la pensée. Le système 2 qui va pouvoir avoir des raisonnements très haut niveau. Le système 1 qui va utiliser des actions bas niveau sur le robot. Et les deux vont pouvoir commencer à coopérer ensemble pour générer des comportements différents dans des simulations. Mais on peut vraiment continuer à imaginer que cette partie multimodale avec la partie vidéo va pouvoir également aider la robotique dans le sens où on va pouvoir avoir accès à encore plus de données, dans le sens où si on est capable de générer des vidéos à partir de mondes 3D cohérents, ça veut dire qu'on peut commencer à utiliser ce type de données comme information pour la robotique pour comprendre l'environnement et créer des comportements à l'intérieur d'un environnement. La différence ici, c'est que cet environnement en fait serait un environnement latent. C'est-à-dire que c'est le réseau qui va lui-même designer son environnement dans son espace latent et qui pourra faire évoluer à l'intérieur de cet environnement pour lui-même apprendre à l'intérieur de cet environnement et générer des possibles. Et je pense que ce serait ça ma prédiction pour l'année 2024, c'est qu'on pourrait observer
des mondes 3D physiques conçus par des humains, par des modélisateurs 3D, qui pourraient être utilisés en a priori par des modèles de génération pour avoir un monde physique qui correspond à la réalité ou qui correspond à ce qu'on veut générer, mais qui ensuite on pourrait changer le type de génération qu'on voudrait faire. Donc on pourrait changer les conditions météorologiques, on pourrait rajouter des humains à la volée parce que le modèle est capable de les générer, il sait comment interagir avec cet espace latent pour le modifier, et du coup à la fin générer des vidéos et des images du point de vue du robot pour qu'ensuite pour qu'on puisse apprendre à l'intérieur de ce monde-là qui lui-même est quand même basé sur un monde physique cohérent qui a été créé a priori. Et donc ça pourrait permettre vraiment la génération d'environnements massivement pour avoir toutes les données dont on a besoin pour faire des vraies percées en robotique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ces approches aussi être utilisées dans l'industrie. Et je pense que c'est là aussi que la robotique, pour le moment, en 2024, il n'y aura pas encore cet effet waouh qu'il y a eu avec les modèles de langage. C'est que la robotique va avancer parce qu'il y a vraiment un momentum qui est en train de se mettre en place au niveau des données et des procédures d'entraînement pour arriver à des résultats très très prometteurs. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas ce waouh sur l'effet sur la place publique parce que, en fait, ce type de modèle et ce type d'approche va être utilisé dans des environnements plus industriels. Je pense notamment ici par exemple à Agility Robotics, qui est une entreprise qui commence à fournir des robots qui pourraient réaliser des tâches dans des entrepôts, qui sont actuellement testés dans les entrepôts d'Amazon et qui ont commencé à construire du coup leur propre ligne de production pour ces robots, avec énormément de nouveaux robots qui sortiraient de leurs entrepôts pour ensuite réaliser des tâches diverses et variées. Ici, ça a été testé pour Amazon, mais on peut imaginer d'autres tâches qui deviendraient possibles lorsque la recherche commencera à être déployée dans ce type de robot pour réaliser des tâches avec des interactions assez poussées avec l'environnement. Également, Tesla qui est passé en 2022 de Bumblebee à Optimus en 2023, qui est très prometteur, qui je pense a encore beaucoup à prouver, mais ce qu'on peut voir, c'est que Tesla a maintenant cette plateforme qui pourrait potentiellement déployer dans leurs propres usines pour leur Tesla Factory, où ils pourraient utiliser en fait ce robot à l'intérieur même de leurs usines pour booster la production, et surtout ça fait un environnement de test idéal pour Optimus avant qu'il soit déployé dans d'autres usines. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, et là j'en cite que deux, Agility Robotics et Tesla, mais il y a énormément d'autres entreprises qui ont commencé à pousser des robots humanoïdes en 2023. Ils étaient qu'à l'état de démo en 2023. Ça a été simplement des signaux qui montraient que la robotique humanoïde est en train de revenir. Et la raison pour laquelle elle est en train de revenir, c'est que tous les industriels qui travaillent sur la robotique humanoïde ont compris que algorithmiquement, il y avait des nouvelles technologies, il y avait des nouvelles méthodes qui sont en effet prometteuses pour pouvoir espérer avoir des robots humanoïdes autonomes dans les usines, dans nos environnements, dans des environnements et potentiellement un jour sur la place publique. Je vais donc terminer la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu et que l'ensemble de ces concepts aura pu nourrir l'inspiration que vous avez et les attentes que vous avez pour l'année 2024. Si vous aussi vous avez des idées sur qu'est-ce qui va se passer en 2024, comme je l'ai dit, j'ai pas pu aborder tous les sujets, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et en attendant, je vous dis à la prochaine.